Bonjour mesdames, messieurs. On vous reçoit encore chez Radio Infocité pour une entrevue dialogique. Celle-ci vous vient en direct de Paris. Je suis en présence du professeur Florent Pasquier. Et pourriez-vous nous parler un petit peu de votre poste et de vos préoccupations actuelles dans ce poste? Merci, professeur Cornet. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup à la radio pour cette opportunité, ce moment de partage entre nous, cette entrevue dialogique qui me tient beaucoup à cœur parce qu'elle est complètement dans mes convictions dont nous allons probablement parler. Donc, je suis Florent Pasquier, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à la Sorbonne. Et l'essentiel de mon travail consiste à être en dialogue, en dialogie, à former des étudiants qui se destinent à devenir professeurs des écoles, c'est-à-dire à enseigner dans l'enseignement primaire pour la France. Je mène mes recherches au laboratoire COSTEC à l'Université de technologie de Compiègne, puisque une bonne partie de mon enseignement concerne les technologies éducatives. Et c'est grâce aux technologies que nous nous rencontrons, que nous discutons à distance, dans le temps et dans l'espace. Alors je dis c'est une partie importante parce que j'oriente de plus en plus mes recherches et quand je le peux mes enseignements vers les dimensions ontologiques de l'être, c'est-à-dire l'être en tant qu'être, et j'étudie justement comment la technique va impacter notre être en tant qu'être. Et ça ouvre le champ à un domaine que j'ai repris et réactualise sous le nom de technontologie. C'est donc le lien entre la technique et l'ontologique. Et à terme, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, cela ouvre aux dimensions de la conscience et par-delà de la conscience, un trait commun à toutes les civilisations humaines qui est la dimension du spirituel. Et là, après, l'idée, c'est comment on va redescendre depuis ces hautes sphères jusqu'aux préoccupations quotidiennes qui sont les nôtres. Oui, et justement, c'est cette dimension spirituelle qui fait que le professeur Florent Pasquier et moi, on est en dialogue depuis quelques années. Et puisqu'on vise monsieur et madame tout le monde lors de cette émission, une simple définition courte et à point de l'ontologie, la philosophie de l'être, en tout simple. Alors, on va commencer avec des questions. La première, professeur Florent Pasquier, quelle est votre définition de l'éducation? Ah, vous commencez fort, cher professeur, je vous connais. Alors, c'est formidable parce que on va pouvoir donner autant de définitions de l'éducation qu'il y a d'éducateurs. De la même façon, on pourrait donner autant de définitions de la formation qu'il y a de formateurs. Et qu'est-ce qui se cache derrière ça? À mon sens, c'est le choix paradigmatique, c'est-à-dire le choix personnel et collectif qu'on va attribuer à cette fonction éducative. Et selon ces choix, on va construire des institutions dévouées à l'éducation, mises en œuvre de façon administrative et pédagogique par des collègues qui vont donc être chargés d'éduquer et de transmettre à la fois des contenus, mais aussi donc des savoir-faire, mais aussi des savoir-être et des savoir-devenir. Et c'est vrai que si on oublie la dimension des savoir-être et des savoir-devenir, et notamment un devenir collectif, eh bien, et qu'on ne se cantonne que au savoir-faire, la fonction éducative va être extrêmement réduite à la partie utilitaire de notre être, puisque l'ontologie, c'est la science de l'être. Et si on se focalise uniquement sur les savoir-faire, eh bien, on va oublier le devenir collectif de l'espèce humaine, dont on sait, et là je vais peut-être être un peu fort aussi, le GIEC, le Groupement international de l'étude sur le climat, nous annonce que si nous ne changeons pas nos savoir-être et nos savoir-devenir, la 6e extinction de masse, qui concerne celle de l'espèce humaine, aura lieu dans un environ de 50 ans. Ce qui me fait dire à mes publics étudiants, eh ben, chers amis, dans 50 ans, quand vous serez à la retraite, vous fêterez la fin de votre activité professionnelle et vous fêterez également la fin du monde. En tout cas, la fin du monde pour l'espèce humaine, ce dont la planète
n'a absolument rien à faire puisqu'elle se passera très bien de nous, à l'inverse du contraire. Donc pour moi, l'éducation, et du coup je peux répondre que pour moi, c'est éduquer, c'est accompagner en conscience un être humain dans un groupe d'êtres humains qui nous sont confiés par nos nations respectives, afin de les amener vers un esprit critique qui leur permette de prendre du recul avec tous les conditionnements, la plupart du temps inconscients, dont ils ont fait l'objet, par la famille, par la société, par la culture, par les croyances. Et en cela, j'ai une approche très proche de celle de Jiddu Krishnamurti, qui nous aide à nous déconstruire de nos croyances, de façon à nous libérer du connu, c'est le titre d'un de ses ouvrages, et de construire ensemble un monde désirable, viable, soutenable, régénérateur de lui-même et surtout respectueux des autres espèces, de la nature et de la planète. C'est une grande ambition. Alors, deuxième question, professeur Florent Pasquier. Vous venez de définir votre définition de l'éducation. Quel est le but ultime de l'éducation? Voilà encore une réponse qui ne peut passer que par un choix paradigmatique, c'est-à-dire qu'est-ce que je décide comme but ultime au travers de l'éducation que je vais utiliser, manipuler, transmettre, quelles sont les valeurs et quelle est ma vision de l'être humain. Là encore, on peut prendre une échelle avec d'un côté une valeur très utilitariste et c'est celle que sont en train de prendre et de mettre en œuvre la plupart des institutions de formation dans les pays développés, où on va former des homo economicus, avec une manipulation du désir orientée sur la satisfaction par l'acquisition de biens matériels, dont la psychanalyse nous montre que c'est une impasse complète, puisqu'en fait, un désir chasse toujours l'autre, et à peine est-il en voie d'assouvissement qu'un nouveau se présente, et donc on rentre dans une chaîne spiralaire sans fin, destructrice, parce que qui va viser l'accumulation des biens à partir d'une surexploitation de la planète. Ça, c'est vraiment la vision la plus réductrice, la plus aliénante. Et à l'opposé, on a des visions basées sur l'émancipation, qui sont celles de l'école nouvelle depuis 1915, avec de nombreux théoriciens au travers des pédagogies institutionnelles. Et je ne peux pas ne pas parler de René Barbier, notre décédé collègue, j'allais dire, qui a énormément travaillé sur ces questions et qui, là, au contraire, vont s'appuyer sur ce qu'on va appeler les approches transversales, les approches multiréférentielles, multidimensionnelles, pour le dire simple, holistique et global, de prendre l'être humain dans toutes ses dimensions. Ce que moi je résume par le corps, l'émotion, le mental et au-delà du mental, qu'on pourrait résumer par le sentiment de ce qui nous dépasse, qui est un peu plus grand que nous, mais dont nous sentons bien que nous sommes une partie dans un collectif. Et à partir de là, cet autre paradigme, c'est celui de la responsabilité, c'est celui du vivre ensemble, c'est celui d'être heureux autant que faire se peut et d'amener les autres à l'être aussi. Et là, on est vraiment dans un projet politique. Il n'y a pas d'éducation sans politique au sens de la police, la vie de la cité. Quelle est la vie de la cité que je souhaite mener et faire au travers des éducations que je mobilise et que je transmets. Et si possible, peut-être, et revenons à Rabelais et à tous ces anciens qui nous ont précédés, vivre heureux dans l'instant présent et nous orienter vers cela. Alors, on vous a demandé votre définition de l'éducation, ensuite le but de l'éducation. Troisième question, quels sont les moyens d'y arriver? Bon, alors je tiens à préciser pour nos éditeurs que je ne connaissais pas les questions. Hein. C'est ça, c'est ça. Vous êtes un sacré taquin et je vous connais bien et c'est pour ça qu'on s'apprécie. Du coup, ne pouvant rien préparer, je suis obligé de répondre spontanément. Alors les moyens de l'éducation, si je continue sur cette logique de paradigme, évidemment, on n'est plus, là encore, toujours cette échelle. Éducation traditionnelle vieille de 150 ans pour la France, la forme scolaire mise en place par Ferry et les autres premiers ministres à partir de la Troisième République, c'était essentiellement du transmissif.
Et des fois, c'était même de la caserne, le modèle de la caserne. Je pense par exemple à l'école mutuelle, qui était l'autre forme scolaire en balance avec celle que nous connaissons maintenant. Celle que nous connaissons maintenant, pour la résumer brièvement et rapidement, c'est tous les enfants nés à une même classe d'âge sont regroupés par une trentaine et vont apprendre la même chose au même rythme, au même moment et en même temps. C'est nier complètement l'altérité ontologique personnelle de chacun qui fait que nous sommes tous des êtres uniques avec nos talents et nos difficultés uniques, et vouloir formater 30 personnes en même temps avec une méthode unique va revenir forcément à écarter toutes celles qui ne seront pas capables d'adaptation pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas détailler tout de suite, mais qui vont se retrouver exclus. Ce qu'on appelle les décrocheurs, mais moi je dirais les décrochés, parce que c'est le système qui n'a pas été capable de les raccrocher. Donc, forme unique, poussée à son paroxysme dans l'école mutuelle, où nous avions un enseignant pour des fois 300 élèves simultanément. Ça veut dire que sur le modèle de la caserne, cet enseignant allait enseigner, transmettre les instructions à une quinzaine, vingtaine d'élèves du supérieur, qui eux-mêmes ensuite allaient prendre des groupes d'une trentaine. Et donc, au coup de sifflet, à la baguette et au martinet, du coup, on pouvait apprendre, mais paradoxalement, avec des résultats extraordinaires. C'est-à-dire qu'en l'espace de 6 mois, les 300 élèves éduqués de cette façon devenaient capables de lire et d'écrire. Là où l'école actuelle va prendre 3 ou 4 années pour y arriver. Mais à quel prix? Au prix notamment de la négation de l'individualité. À l'autre côté, nous avons l'accompagnement pédagogique, la païeda grecque, où vraiment l'enseignant va marcher avec ses élèves autour de la cité. Et ça, je l'ai fait avec certains de mes élèves, volontaires toujours, évidemment, et où nous allons faire de l'individualisation des apprentissages. Nous allons respecter. Nous pouvons le formaliser avec des plans de formation individualisés, par exemple, des moments dédiés individualisés avec les élèves en plus de difficultés. Et l'outil ultime pour l'instant, le plus adapté pour ça, c'est le projet. Et le projet collectif. Parce que nous allons pouvoir travailler en petits groupes. Les élèves, les apprenants jusqu'à l'université vont apprendre à travailler ensemble, à s'aider de façon mutualisée, là encore. Et là, je m'appuierai bien sûr sur mon collègue Philippe Mérieux, qui a énormément développé le travail en groupe. Et je termine avec ces jolis mots qu'il utilise. Avant, c'était « faites ce que je vous disais ». Puis, ça a été « je fais avec vous ». Et maintenant, c'est « faisons ensemble ». Et quand on fait ensemble, on se met au même niveau, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus d'autoritarisme, il y a du dialogue, il y a de la négociation, et c'est aussi comme ça qu'on apprend à vivre ensemble et qu'on grandit ensemble. Alors, on vous a demandé, professeur Florent Pasquier, qu'est-ce que c'est votre définition de l'éducation? Ensuite, on vous a demandé quel est le but de l'éducation. Troisièmement, les moyens d'y arriver. Eh bien, quatrième question, Florent Pasquier, quels sont les défis actuels de l'éducation? On est maintenant vraiment au cœur du sujet, professeur, et j'apprécie beaucoup votre entonnoir qui nous permet d'y arriver graduellement. Les défis actuels de l'éducation, si on se place dans une perspective humaniste, et vous aurez compris que c'est ça le paradigme qui m'anime et qui m'intéresse, parce que je pense que le défi éducatif à l'aube du 21e siècle, dans la période de l'Anthropocène, c'est-à-dire le moment où l'impact humain sur la planète devient irréversible et où chaque année, vers le mois de mai-juin, l'humanité a consommé toutes les ressources que la planète est capable de reproduire et que donc elle vit à crédit, c'est-à-dire qu'elle détruit jusqu'au 31 décembre ce qu'elle continue à consommer, sachant qu'en même temps, elle gaspille au moins 30% des ressources alimentaires qui ne sont pas distribuées, qui ne sont pas consommées. Et je ne parle même pas des biens et produits manufacturés qui sont brûlés ou enterrés quand ils ne trouvent pas place sur l'économie de marché libérale. Et ben, le défi, c'est celui qu'Edgar Morin, auquel Edgar Morin nous sensibilise au travers de la complexité, c'est
nous sommes une humanité vivant sur la planète Gaïa, elle est partagée, tout est en lien et en tout. Toute catastrophe qui apparaît sur un coin de la planète impacte tous les autres êtres humains consciemment ou inconsciemment. Et le défi, c'est celui de tout à l'heure, la survie de l'humanité. Voilà, nous savons que nous vivons un paradigme social et économique basé sur la destruction de la planète, des biens et des personnes, qui n'est pas soutenable et qui va amener à notre extinction de masse. Notre défi, c'est en tant qu'éducateur, en tant que formateur, en tant qu'accompagnateur, et là c'est intéressant, on pourrait même dire en tant que coach, on voit que la responsabilité de l'enseignant n'est plus seulement de la transmission, c'est ce fameux aussi savoir-vivre et savoir-devenir. C'est ça notre défi. Comment passer de la transmission de savoir-faire à un savoir-devenir en passant par le savoir-être. Je dirais que c'est là. Et Edgar Morin nous propose dans son ouvrage publié à la demande de l'UNESCO, Les savoirs nécessaires à l'éducation du futur, il nous propose une dizaine d'axes de travail en tant qu'enseignant, en tant que formateur, en tant qu'accompagnateur pour remplir ce défi d'aller vers, Paulo Freire l'avait proposé au travers des éducations critiques, déjà avant, nous orienter vers tout simplement notre survie, qui ne soit pas, espérons, du survivalisme. Alors, avant cette émission, je tiens à dire à l'auditoire de Radio 1, faut citer, et ça fait le pont entre la France et le Québec, c'est le phénomène, on parlait du wokisme, ce qui nous est interdit, ce qui nous est défendu, les interdictions auxquelles il faut faire face maintenant en éducation et spécifiquement en éducation supérieure. Professeur Florent Pasquier m'a montré une vidéo superbe sur l'histoire de l'art, mais où il y a des images, il dit là maintenant, pourrais-je présenter cette vidéo sans qu'il y ait des conséquences? Et évidemment, on sait très bien, à Montréal, au Québec et au-delà, il y a des mots qu'on ne peut plus prononcer. Qu'est-ce que vous proposez pour résoudre ce défi dans l'éducation actuelle, professeur Florent Pasquier, le wokisme et l'enseignement? Merci beaucoup. Alors maintenant, on est sur des questions très touchy, très sensibles, je dirais. Alors, pour préciser un petit peu cet enseignement, ces images auxquelles je pensais, c'est tout simplement des peintures du XVIIIe et du XIXe siècle qui représentent soit des grâces, soit des angelots. Et donc, on va voir des représentations de la femme, d'enfants ou d'adultes masculins dénudés, avec des poses, je pense à la naissance de Vénus, et je ne vais même pas jusqu'à l'origine du monde de Courbet. Là, je crois qu'on tomberait directement sous le coup de la censure, qui nous est montrée par Facebook. Si vous avez des comptes Facebook que vous n'arrivez pas à annuler, eh bien, en lieu et place de votre photographie, vous mettez l'origine du monde de Courbet et vous êtes banni, censuré, votre compte est fermé dans les 24 heures normalement. Alors, on ne se sortira pas, je pense, de cette question de comment aborder le wokisme si nous restons dans une logique duelle et dualiste. Une logique binaire du 0 et du 1. Je pense que la seule façon, c'est de rentrer dans la dialogie et peut-être même la trialogie, si vous me permettez ce barbarisme. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que si nous n'avons que deux options, elles se retrouvent en face à face et elles se confrontent et elles mènent à l'opposition. Je vais mobiliser une notion qui m'intéresse beaucoup et j'espère qu'il va nous permettre de sortir de cette impasse, qui est celle du tiers inclus. Le tiers inclus qui a été formalisé par Stéphane Loupasco et qui va s'intégrer, tel que ça a été repris par les travaux de Basarab Nicolescu dans ce qu'on appelle la transdisciplinarité, qui mobilise les niveaux de réalité. Il y a plusieurs niveaux de réalité, et ça, la psychologie
le montre, hein, nous créons notre monde au travers de nos filtres, de nos interprétations, de nos actions. Il n'y a pas un réel, il y a autant de réalités qu'il y a de personnes qui construisent chacune leur réalité. Et celles qui s'enferment uniquement dans le wokisme ou celles qui s'enferment uniquement dans d'autres façons de voir le monde, par le phénomène des biais cognitifs, renforcent leur propre compréhension et sont chaque fois persuadées de détenir la vérité. Et donc, si elles se sentent en plus missionnées de l'imposer aux autres, de la même façon que les sociétés du XVIIIe siècle européennes ont imposé le phénomène de la colonisation, eh bien, qui est aussi une des critiques du wokisme, hein, au-delà du genre, au-delà de certaines niches très spécifiques. Donc, les deux notions combinées des niveaux de réalité et du tiers inclus, qui va nous permettre de prendre de la hauteur du point de vue par l'exercice du phénomène de la conscience pour dépasser les oppositions apparentes des niveaux de réalité inférieurs, vont nous permettre de trouver des solutions créatives, nouvelles à chaque fois, parce que les contextes évoluent tout le temps. Donc, ce n'est pas une baguette magique qui est à utiliser une fois pour toutes. Pareil, l'éducation, s'il y avait une baguette magique pour dire quelle est la seule et unique bonne forme éducative, on n'aurait pas besoin en France de 2 ans de formation. Après une année de spécialisation, on irait directement. Et j'imagine que c'est pareil pour tous les pays du monde. Donc, comment se sortir du wokisme? Par le dialogue, par l'échange, par la contextualisation, par des points de vue plus ouverts et moins focalisés uniquement sur les problèmes qui sont soulevés, et surtout en remettant ça dans un schéma global qui inclut aussi les savoir-être et les savoir-devenir. Et à partir de là, localement, au travers de règlements intérieurs, au travers de curricula adaptés, au travers toujours de cette dialogie dont nous ne sortirons pas vivants si nous ne l'appliquons pas, trouver les solutions les plus adaptées, quels que soient les sujets abordés. Parce qu'on pourrait aussi, par exemple, parler du phénomène des religions dont vous êtes un des spécialistes. Si on s'attache uniquement au phénomène religieux, eh bien, on va tomber dans la caricature, on va tomber dans les extrémismes, dans la radicalisation. Et c'est la dialogie qui va nous permettre de nous sortir de ça, je pense. Oui, et justement, pour moi, une réponse, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, d'outrepasser, de démystifier l'altérité. Tant et aussi longtemps que l'autre reste une abstraction théorique et qu'on tient l'autre à distance, on n'arrive pas à surpasser le wokisme. C'est d'ailleurs une plaque tournante dans mon approche dialogique de l'éducation. Au Canada, on parle beaucoup des Premières Nations. Eh bien, je les invite dans les classes pour les ateliers dialogiques, pour les rencontres dialogiques, également pour les Afro-Canadiens, les immigrants. Je crois que cette rencontre est combien bénéfique, humanisante. Il faut personnaliser, il faut individualiser, tant et aussi longtemps qu'on généralise et qu'on veut parler en termes de stéréotypes, de caricatures, ça n'aboutit pas. On reste sur nos positions. Il n'y a rien qui va, et c'est la raison que j'invite des imams dans les classes, j'invite des rabbins, j'invite des prêtres et des sœurs catholiques, des moines bouddhistes. Ils viennent tous. Parce que à ce moment-là, on s'aperçoit surtout des dénominateurs communs. Plutôt de mettre l'emphase sur la différence, sur l'altérité, eh bien là, on effectue, et c'est pour moi la raison d'être de l'éducation, il y a, et je pense en termes d'Hegel, thèse, antithèse, synthèse. Je vis la synthèse. Alors, c'est mon but en tant que pédagogue. Autre question dont il nous faudrait parler lors de cette rencontre dialogique en présence du professeur Florent Pasquier de la Sorbonne, il y a un mot, un leitmotiv qui revient dans vos réponses. Les institutions. Quels sont les rôles des institutions dans l'éducation?
Et oui, alors une question effectivement très très importante parce que les institutions sont présentes absolument partout, évidemment. C'est elles qui font le lien entre l'individu et les collectifs. Hein, donc, il y a une autre théorie que j'ai formulée, que j'aime beaucoup, c'est le développement personnel. Ça, c'est justement les savoir-faire. C'est le savoir-devenir personnel. Le développement professionnel, qui est toujours l'amélioration de nos savoir-faire, de nos différentes compétences, pour utiliser un terme un peu à la mode, et le développement collectif, hein, qui est le savoir-devenir en collectif. Et comment nous pouvons, chacun, en partant de notre propre développement personnel, développer, améliorer notre développement professionnel et notre insertion dans les collectifs. Hein, parce que le premier pas vient toujours de nous, quel que soit le degré des institutions. Si on attend que le futur désirable vienne des institutions, je pense qu'on peut attendre longtemps, mais il vaut mieux commencer dans cette logique du local au global, hein, de faire un chemin de 1000 pas commence par de 1000 lieues commence par un premier pas. Alors les institutions sont partout, elles nous gouvernent d'autant plus sévèrement qu'elles utilisent maintenant le numérique et les algorithmes et l'intelligence artificielle. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Et je voudrais, pour répondre à votre question, quel est le rôle des institutions, faire référence à la fin du 3e congrès mondial de la transdisciplinarité qui s'est achevé la semaine dernière, où nous avons, avec les comités organisateurs situés au Mexique, au Brésil, en Italie et en France, partagé les conclusions de presque un an de la durée de ce congrès qui s'est tenu en modalité à distance, où nous avons plus de 350 heures, près de 400 intervenants, et tout cela est disponible gratuitement sur la chaîne vidéo du congrès. Donc, si ça intéresse nos auditeurs, c'était le 3e congrès mondial de la transdisciplinarité, pour retrouver les sources. Une des questions qui est venue à la fin, c'était justement, dans un monde où l'on voit que la violence est aussi présente, violence humaine, violence naturelle, contre la nature, hein, les écocides, il n'y a pas seulement malheureusement les génocides et les ethnocides, il y a aussi les écocides. Comment peut-on faire pour aller plus vers la paix, comment mettre en œuvre une culture de paix, sachant que pour certains des auditeurs, cette violence, elle est institutionnelle. Cela a même été formulé, ce sont les institutions qui génèrent la violence. Donc, comment nous opposer à cette génération de violence institutionnalisée et la violence individuelle ou de petits groupes, je pense au Black Bloc par exemple, est-elle adaptée et suffisante pour contrer la violence institutionnelle? À mon avis, là, on est dans les bas de niveau de réalité, où on va opposer des blocs les uns aux autres, et peut-être Gandhi aurait pu dire on ne résout pas la violence par la violence, hein, d'où le chemin de l'ahimsa, de la non-violence, justement, etc. Alors, comment s'y prendre? Si on accepte cette hypothèse que ce sont les institutions qui sont causes et génératrices de violence, parce qu'elles servent des paradigmes qui ne sont pas sur l'égalité de la répartition des ressources entre tous, etc., mais bien plus selon l'ancienne vision du monde, l'accaparement, la thésaurisation, l'exploitation. Et c'est vrai que si on prend ça comme grille d'analyse, on pourrait comprendre les différents conflits, les migrations des populations en danger sur leurs territoires locaux, etc., etc. Eh bien, je pense que pour ça, je vais vous proposer 3 pistes et on va voir si ces pistes sont mobilisables par les institutions si elles le souhaitaient. Mais elles ne le feront pas d'elles-mêmes. C'est sûr qu'il faudra des mobilisations citoyennes, des mouvements non violents, des manifestations. Vous en aviez eu au Canada juste avant les confinements. Alors, je me souviens de mains rouges ou d'érables rouges. Hein, c'était les étudiants qui avaient commencé à se mobiliser avant de se retrouver confinés. Les 3 possibilités, c'est la transversalité, le pas de côté et la méditation laïque. Alors, je vais essayer de les développer brièvement, les 3, et on voit qu'elles sont tout à fait en lien avec votre question précédente. Quels sont les moyens qu'on peut mobiliser? La transversalité, c'est justement ce qui va nous sortir
du disciplinaire et des seules approches didactiques et disciplinaires. Parce que quand on est savant dans son domaine, on devient un expert de rien du tout. Et finalement, on n'a plus la vision de l'ensemble. On perd la complexité et on perd les impacts que peuvent avoir les différents savoirs les uns avec les autres. Donc l'approche transversale, l'approche multiréférentielle, l'approche qui va viser à complexifier et qui nous fait passer sur un choix d'études précis du pluridisciplinaire au transdisciplinaire, justement, en intégrant la question de la conscience, ça va être une première façon de faire. Le pas de côté, c'est sortir de nos habitudes, sortir des méthodologies connues, c'est s'exposer à l'inconnu, accepter la rencontre avec le différent, cette fameuse altérité que vous énonciez tout à l'heure tout à fait à propos. Et par ce pas de côté, regarder les choses différemment, le faire avec la participation de non-experts, de personnes que nous ne connaissons pas et qui vont nous permettre. Déjà, mon grand-père me disait à l'époque, paix à son âme, quand je suis rentré dans la Société des eaux à l'époque, on m'a mis sur des problèmes très complexes parce que j'avais un œil neuf. Voilà. Et donc, comment être capable, si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de renouveler notre propre regard, et c'est ce à quoi Jiddu Krishnamurti nous invite justement, eh ben, aidons-nous de personnes neuves sur ces domaines-là. Faire le bas de côté qui va nous permettre ensuite de revenir au cœur du sujet que nous étudions et apaiser tout ça, mettre de la tranquillité. Comme vous disiez, mettre de la distance. Ce qu'on va appeler sortir le problème de soi-même. Et peut-être que pour ça, les approches liées au calme, liées à la méditation, et je vais mettre le terme laïque avec pour qu'elle soit tout à fait compatible avec les valeurs de la République, des républiques dans lesquelles nous vivons, peut être un moment, un moyen qui nous permette à ça. Et je vais juste évoquer pour finir ma réponse, ce programme qui avait eu lieu à Vancouver il y a déjà quelques années, basé sur le mindfulness, c'est-à-dire la pleine conscience et la pleine présence, qui était utilisé dans les écoles du primaire, et on voyait que dès la première séance, le climat de classe s'améliorait, la communication entre les élèves et les structures s'améliorait, et les apprentissages étaient favorisés. Donc si les institutions étaient honnêtes avec elles-mêmes, et si elles voyaient les bienfaits et les succès, même simplement pour la transmission, je ne parle même pas des à côté, des bonus qu'on va avoir en termes de vivre ensemble, etc., ne serait-ce que pour les apprentissages, on devrait se rendre compte, les institutions devraient se rendre compte que c'est même leur propre intérêt d'inclure ce type d'activité dans les moments scolaires et aussi, pourquoi pas, péri- et parascolaires. Alors, vous comprenez bien, monsieur, dame, en tant que spécialiste en sciences des religions, qui a créé, il y a 36 ans, l'approche dialogique à l'éducation, je me suis rendu compte que mes étudiants et étudiantes étaient dans une course folle, celle de la société de la consommation. Or, j'ai dit, j'ai une responsabilité de ne pas perpétuer ce paradigme de la société. Donc, quand on entre lors d'un atelier dialogique, lors d'une rencontre dialogique dans la salle de classe, tout le monde laissait téléphone cellulaire, les ordi portatifs, tout appareil électronique, on les laissait au seuil de la salle de classe. On va fixer l'objectif sur soi-même et sur la matière à laquelle on s'adresse. Et que disait Socrate? La vie irréfléchie ne vaut pas la peine d'être vécue. Or, je faisais de la salle de classe un lieu de réflexion, un lieu de quiétude, un lieu, je me suis dit, oui, en tant que spécialiste en sciences des religions, je suis très conscient, on peut méditer le Coran, on peut contempler la Torah, tout. Mais j'ai dit, mais pourquoi pas faire de la matière qui est devant nous, pourquoi pas la contempler? Pourquoi pas la méditer? On ne doit pas limiter cette approche à la vie.
et à l'éducation, on ne doit pas le limiter dans des lieux, entre guillemets, sacrés. Comment, autrement dit, sacraliser la salle de classe? Et quand on parle des institutions, je me suis rendu compte, ma raison d'être comme pédagogue, ce n'est pas de changer l'institution. En revanche, j'ai un devoir d'État, j'ai une responsabilité à la fois morale et éthique de créer de cette salle de classe un lieu non menaçant de l'éducation, de créer cette ambiance où on se sent à l'aise dans l'éducation. Et je parlais tout à l'heure de comment démystifier l'autre. Eh bien, je contacte moi-même, je vais à la rencontre des chefs, des artistes, des activistes des Premières Nations. Et c'est eux et elles qui sont entrés dans les salles de classe. Et on est en ce moment même à Paris, je viens de me rendre chez le professeur Florent Pasquier et j'ai vu, c'est comme l'ONU quand vous êtes dans les trains de banlieue ici. Alors, je voyais des jeunes mères avec les enfants, que ce soit d'origine maghrébienne, que ce soit d'origine africaine, et je me suis dit, mais là, il me faut aller à leur rencontre, parce que c'est eux et elles qui sont le présent et l'avenir de la France, et c'est aussi le cas au Québec. Alors, on vient de parler des institutions. Vous savez, au Québec actuellement, professeur Florent Pasquier, et je le vois dans les nouvelles ici en France, il y a une crise en éducation publique particulièrement. Alors, comment faire de l'éducation un projet de société où ensemble on va de l'avant? Parce que il faut trouver des solutions maintenant. Et je peux certes, moi, agir de façon responsable, éthique et morale dans la salle de classe, mais je ne peux pas le faire tout seul. Comment articuler, proposer, planifier un projet de société pour l'éducation qui est en crise aussi bien au Québec qu'en France? Oui. Alors, je vais vous répondre déjà sur ce qu'il ne faudra pas faire. Parce que, à nouveau, si on savait ce qu'il fallait faire, on le ferait. Mais on sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et avant de revenir peut-être toujours dans une dimension de la complexité ou dans une approche par la complexité où tout est relié, contextualiser un petit peu cette crise de l'éducation que vous venez d'évoquer. Je crois qu'on peut se replacer sans trop se tromper dans une crise civilisationnelle, déjà. Surtout si on est d'accord avec cet adage qui dit que l'école n'est que le produit de la société qui l'a produit, qui l'a construit, et qu'elle est donc le reflet de la façon dont fonctionnent les sociétés. Et il suffit de mettre le nez par la porte ou par la fenêtre, ou par la petite lucarne des écrans sur lequel je reviendrai, pour se rendre compte que, oui, on n'a pas vraiment l'impression de vivre dans des sociétés harmonieuses, redistributrices, basées sur la confiance et le bien-être, alors que, justement, en France, depuis 2016, nous avons eu une loi de refondation de l'école, donc déjà, ça n'allait pas bien, qui a été rebaptisée loi sur l'école de la confiance. Sauf que la confiance, elle ne se décrète pas. De la même façon qu'on ne va pas tirer un élève par les cheveux pour le faire grandir, on ne dit pas « aie confiance » ou alors on est Shere Khan dans le livre de la jungle « aie confiance » et puis on va finir englouti dans son estomac. Donc ça veut dire que la confiance, elle se construit. Pour construire, il faut du temps. Mais dans des sociétés caractérisées par la vitesse, l'immédiateté, le tout ou rien, tout de suite, ou jamais, où se trouve le temps de la réflexion, de l'incubation, de l'élaboration. Parce que nos cerveaux et nos psychologies demandent du temps humain. Mais dans des sociétés basées sur le numérique, fonctionnant sur les automatismes et l'immédiateté, nous avons donc
une séparation technontologique entre la façon dont l'humain fonctionne et donc les sociétés dont il a besoin pour bien fonctionner, et un modèle néolibéral économique et financier basé sur des algorithmes en temps réel qui vont absolument pas prendre en compte le temps humain. Et c'est dramatique parce que les circulaires de rentrée en France axent tout le temps sur le bien-être en éducation comme résultante de la confiance. Mais comment construire du bien-être là où les individus vivent du mal-être? Là où les institutions elles-mêmes qui prônent l'exercice du bien-être maltraitent, créent de la souffrance au travail, créent du burn-out, créent des démissions. Et on voit bien depuis la fin de la Covid, tous les secteurs d'activité, notamment la restauration, l'hôtellerie, où les employeurs n'arrivent pas à mobiliser et à trouver du personnel et où sont obligés de fermer leur activité, non pas parce qu'il n'y a plus de clients, mais parce qu'il n'y a plus de personnel qui accepte d'être sous-payé, de se lever à 4 heures, de se coucher à 3 pour un salaire de misère, tout simplement. Donc, la confiance, le bien-être, fonctionner sur des paradigmes humains dans des sociétés basées sur des paradigmes informatiques, on a un écart technologique qui ne peut pas se résoudre et qui est accentué par cette poursuite constante institutionnelle à l'innovation. L'innovation comme clé qui irait miraculeusement nous sortir de toutes nos contradictions, au sens marxiste pour le coup, internes et externes. Pourquoi le mot innovation a-t-il remplacé le mot de progrès? Parce que le progrès est humain et l'innovation, elle est technologique. Et donc, on voit bien que le choix des mots même, et ça, Orson Welles l'a très bien montré dans 1984, comment l'inversion des valeurs se fait par l'inversion sémantique des mots. Et donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de l'innovation. Il faut faire du progrès. Et comme l'innovation, elle est basée sur le numérique et l'informatique, et ben, ça nous montre que ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'axer toujours plus sur le numérique et l'informatique. Et je vais vous en donner la meilleure preuve, professeur Normand Cornette, c'est à la Silicon Valley. Tous les fondateurs de startups qui sont devenus Facebook, Google, etc., vous savez certainement que leurs propres enfants, ils les mettent dans des écoles Montessori, dans des écoles Freinet, Piaget, avec zéro contact avec les écrans et avec des cours et des leçons qui se donnent au maximum, quand le temps le permet, en extérieur, dans la nature. Et d'ailleurs, il y a un énorme mouvement mondial qui est en train de se développer, qui s'appelle les écoles dans la nature, où on va sortir les enfants pour les mettre au maximum au contact avec la nature. Et ça, c'est ce que Geneviève Jacquinot appelait des écrans du savoir, les écrans pour le savoir, aux écrans au savoir. C'est-à-dire, on est un petit peu comme dans la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses. Un écran va nous permettre d'accéder à du savoir ou à des échanges ou à de la dialogie. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant avec le public qui nous écoute en temps réel et en temps différé. Mais basé uniquement sur ce type de relation, les écrans deviennent des oppositions au savoir et vont nous empêcher l'incorporation et la maturation personnelle, mais pouvant être fait également dans le cadre d'un collectif, pour intégrer et passer des savoirs au savoir-être et au savoir-devenir. Ce sera un petit peu mon leitmotiv, de la même façon qu'il faut toujours nous penser par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres et par rapport à la nature. Et c'est ça qu'on a vraiment bien compris. C'est ce troisième aspect, la relation avec la nature, qui est souvent le point oublié, qui est souvent le puits autour duquel on tourne sans en avoir conscience et qui nous empêche cet accès à notre humanité, puisque nous ne sommes pas des êtres désincarnés, nous ne sommes pas des êtres autonomes, nous avons besoin les uns des autres pour vivre, et nous avons besoin de la nature pour nous exprimer et nous ressentir. Et cette nature, et je terminerai avec ça, c'est peut-être justement cette occasion. Tout à l'heure, vous avez parlé de la dimension du sacré. Il y a bien sûr le sacré au travers des religions, mais il y a aussi le sentiment du sacré
au travers d'un lien réel, respectueux de la nature et cette capacité de nous émerveiller devant une simple fleur, peut-être même devant un simple caillou. Voyons les enfants dans les squares et voyons les moments de ravissement également dans le contact avec les animaux qu'ils peuvent avoir. Et nous qui sommes devenus tellement formatés, tellement cérébrales, tellement séparés, sommes-nous encore en capacité de retrouver cet émerveillement auquel différents prophètes nous invitaient justement, hein, et de revenir vraiment pleinement humain au-delà de cette technologisation que je ne condamne pas. Comme c'est bon de pouvoir se faire soigner les dents, comme c'est bon de ne plus mourir de l'appendicite, comme c'est bon de pouvoir savoir qu'on peut compter sur des infrastructures. Mais justement, et je terminerai plutôt avec ça, cette difficulté de l'institution scolaire dont vous parliez, c'est une difficulté de tous les services publics, dont celui de la santé, dont celui de l'énergie, et nous devons, en tant que citoyens responsables, nous poser la question: pourquoi ces services qui fonctionnaient malgré tout peu ou prou auparavant sont maintenant dans de telles situations catastrophiques? Et la réponse, elle est simple. Enfin, si on veut toujours aborder de façon simple avant de complexifier, en France, nous assistons à la destruction de tous les services publics au travers de leur privatisation, dans le but de chercher et générer du profit, plutôt que de chercher et générer du bien-être. Donc, ce paradigme d'une société pour la société à une société pour le profit est vraiment celui que nous voulons quand nous voyons les catastrophes nationales et internationales dans lesquelles nous sommes amenés à notre corps défendant. Alors, en quelque sorte, professeur Florent Pasquier, on fait face à une tendance, dirais-je, de réduire la pédagogie à la performance. Que les êtres humains soient performants. Or, performance et profit vont de pair. Et ça, c'est combien réductrice de la condition humaine. Et je dirais même, vous avez soulevé vous-même le mot, quelle est la part des laïcs? Eh bien, sans aller, même si je suis spécialiste en sciences des religions, sans aller dans les religions. Donc, pour moi, il y a trois faits saillants. D'abord, il y a doctrine et dogme. Ensuite, il y a hiérarchie. Et troisièmement, il y a cette idée des institutions. Alors, pour moi, le défi dans l'éducation maintenant, et c'est de façon laïque, c'est de sacraliser la condition humaine, sans aller dans les doctrines et dogmes, sans aller dans une hiérarchie qui nous sépare et qui établit, comme dirait Michel Foucault, il y a des leviers de pouvoir, des structures où on profite de l'autre, on prend le dessus sur l'autre pour ses fins à soi, et sans tomber dans une approche qui réduit l'éducation à des institutions. D'ailleurs, je collabore avec des anthropologues qui sont très conscients, suite à leurs recherches en Amazonie et ailleurs, que l'éducation, ça se passe partout et pas nécessairement dans les institutions occidentales. Mais vous avez soulevé un autre point, celle de la confiance. À mon humble avis, c'est le plus grand don qu'un pédagogue peut communiquer à un élève, à un étudiant. Et donc, je voulais, moi, insuffler de la confiance dans mes étudiants et étudiantes. Et pour ainsi faire, je mettais l'accent, comme je viens de le faire avec vous, professeur Florent Pasquier, sur l'improvisation, dans l'instant même, sur le jet, de penser de façon créative, de s'exprimer de façon créative. Or, je donne à l'auditoire de Radio Infocité quelques exemples. Je prenais des textes sur l'environnement, sur l'écologie, spécifiquement avec la forêt tropicale en Afrique. Il y avait deux coprésidents d'une commission, une africaine nobelisée
et l'autre que je vais nommer en quelques instants. Et j'ai pris les textes du coprésident et j'ai biffé son nom. J'ai biffé le nom du livre, des livres, j'ai biffé les chapitres, les pages et tout, de sorte que mes étudiants et étudiantes n'avaient que les textes devant eux, et je leur invite, et c'est l'opposé du wokisme, de façon sans censure aucune, dans l'instant même, sur le jet, de façon improvisée, écrivez tout ce qui vous passe par la tête quand vous lisez ce texte. Ne vous en faites pas de l'orthographe, de la grammaire, de la syntaxe, structure des phrases. Déversez tout ce qui vous arrive quand vous lisez ce texte-là. Eh bien, on a fait ça pendant quelques semaines à travers des textes. Et ensuite, j'ai invité le coprésident de la commission sur la préservation de la forêt tropicale en Afrique. Et c'était nul autre que le Premier ministre du Canada, le très honorable Paul Martin. Or, lui aussi ne savait pas ce que j'avais fait comme préparation. Et là, on était des centaines de personnes de façon anonyme, à haute voix, sans censure aucune. J'ai lu à haute voix ce que mes étudiants et étudiantes avaient écrit en dialogue avec le Premier ministre du Canada. Et vous savez à quel point ça donne confiance aux jeunes que je peux tenir tête au Premier ministre du Canada. Et d'ailleurs, 3 jours après cet atelier dialogique avec le Premier ministre Paul Martin, tout d'un coup, je reçois un appel d'Ottawa, la capitale du Canada, et c'est une dame que je connaissais pas, elle s'annonce. Moi, je suis la secrétaire du très honorable Paul Martin, il aimerait vous parler. Alors, j'étais surpris, j'ai pris le téléphone, et puis là, il me dit, vous savez, professeur Cornette, je reçois énormément d'invitations dans les universités et je dois refuser la plupart des invitations et normalement, je me limite uniquement les étudiants et étudiantes du 2e cycle, donc la maîtrise et doctorat. Mais je tiens à vous dire, ce que j'ai vécu il y a 3 jours dans votre salle de classe, c'est la plus grande découverte pour moi de l'éducation. Or, je l'ai fait avec plusieurs personnes. Je vous donne un autre exemple. Il y avait un cas sur l'éducation primaire, dans quelle mesure devrait-on présenter des couples du même genre, et c'est monté jusqu'à la Cour suprême du Canada. Or, il y avait la majorité dans la Cour qui avait opté pour une décision, mais il y avait toujours, c'est le cas à la Cour suprême du Canada, il y avait un rapport minoritaire des juges qui s'opposaient. Alors, encore une fois, j'ai pris la décision d'un des juges de la Cour suprême du Canada qui, lui, disait non, je ne suis pas d'accord parce qu'il faut communiquer qu'on n'a pas besoin d'être d'accord avec les autorités. On n'a pas besoin d'être d'accord avec le professeur. Comment pourrait-on avoir une pensée critique? Comment s'exprimer de façon créative si il faut être d'accord? Et le dialogue ne veut pas dire qu'on est d'accord. Le dialogue veut dire je suis à votre écoute. Avant tout, de créer un espace d'écoute les uns des autres. Eh bien, encore une fois, j'ai enlevé le titre de l'auteur, j'ai enlevé le titre du texte, c'était énorme, et j'ai enlevé la pagination et tout. Et j'ai invité les étudiants et étudiantes encore, et là, j'emprunte, vous comprenez bien, j'emprunte beaucoup dans André Breton et l'écriture automatique. Moi, j'appelle ça l'écriture intuitive. Sur le jet, d'écrire tout ce qu'il pensait vis-à-vis le texte. Eh bien là, après quelques semaines comme ça, j'invite le juge de la Cour suprême du Canada qui arrive en classe et je lui demande de se défendre. Et j'ai lu de façon anonyme, à haute voix,
ce que mes étudiants et étudiantes avaient écrit en dialogue avec le juge sans savoir que c'était le juge. Parce que vous savez, il faut démystifier les autorités dans leurs champs respectifs. Si mes étudiants et étudiantes savaient qu'ils allaient écrire sur le Premier ministre du Canada, ils vont se figer. C'est la peur, c'est l'anxiété, c'est la crainte. Alors comment, au contraire, insuffler cette confiance? S'ils savaient que c'était un juge de la Cour suprême du Canada, ils vont rester paralysés. Mais du moment que c'est complètement anonyme et que je leur dis, vous avez carte blanche d'écrire ce que vous voulez en dialogue. Et c'était le Premier ministre du Canada, c'était le juge à la Cour suprême du Canada. Et je savais très bien que beaucoup de mes étudiants et étudiantes voulaient aller en droit. Beaucoup voulaient aller en politique. Mais il y a un autre champ qui m'est très, très important, c'est en médecine. Parce que pour moi, il faut donner une vision aux étudiants et étudiantes, ce qu'ils, elles, peuvent devenir. Après tout, quand vous venez humaniser le Premier ministre du Canada, quand vous humanisez un juge de la Cour suprême du Canada, eh bien là, j'ai invité quelqu'un, encore une fois, il y avait des films documentaires réalisés et il y avait des textes. Or, encore une fois, il n'y avait aucun point de repère, je leur ai présenté un neurosavant et ils écrivaient de façon intuitive, d'écriture automatique. Eh bien, il s'agit d'un des plus grands neurologues du monde, le docteur Ivar Mendes, qui lui est consultant justement avec l'UNESCO et qui voyage à travers le monde, entre autres en Amazonie, auprès des Premières Nations. Et d'ailleurs, le docteur Mendes, qui est neurosavant, il est également un sculpteur. Il est également un photographe. Alors, j'ai demandé au docteur Mendes, mais pourquoi vous faites la sculpture? Il dit, ça m'aide énormément à visualiser avant d'aller dans la salle d'opération. Parce que quand vous faites une opération sur le cerveau, il dit, ce n'est jamais mineur. Et là, il est entré en classe et je savais que beaucoup de mes étudiants et étudiantes voulaient aller en médecine. Alors, je voulais démystifier qu'est-ce que c'est de devenir un médecin de renom international. Et on était en tête-à-tête avec le docteur Ivar Mendes. Je crois que cette question, tant et aussi longtemps qu'on garde les autres loin et qu'on continue dans cette approche magistrale. Moi, je suis en haut, je sais tout, je connais tout, moi, j'ai la vérité. Moi, je suis l'autorité. Eh bien, il faut créer ce terrain de dialogue avec les plus grands spécialistes. Merci beaucoup, professeur Cornette. J'aurais vraiment adoré vous avoir comme enseignant. Vraiment, vraiment. Et peut-être, je voudrais rassurer le public qui nous écoute et qui doit être très impressionné, comme moi je le suis en tout cas, par la qualité et le pouvoir ou la renommée des personnes que vous avez réussi à faire venir dans vos cours, à entrer en dialogie avec eux. Il y a aussi autre chose que vous avez fait avec vos étudiants et qui est pour le coup beaucoup plus accessible au commun des mortels, c'est quand vous les emmenez, vos étudiants, écouter un concert de jazz, quand vous les emmenez dans une galerie, quand moi je les emmène faire une promenade dans un jardin, n'importe quel enseignant, formateur, pédagogue peut le faire, même s'il n'a pas un carnet d'adresses politique ou scientifique extraordinaire. Et rien que ça, par la démarche dialogique, l'écoute, le fait de se mettre au même niveau, tout ce que vous avez dit, va permettre de transmettre et faire grandir la confiance en eux, des étudiants qui nous sont confiés, et de les amener à choisir les paradigmes dans lesquels ils veulent s'inscrire et faciliter l'accès au métier, j'espère, auquel ils veulent aller. Vous me permettez de rebondir un petit peu sur quelques-unes des notions. Donc voilà, c'est pas extraordinaire. Nous faisons des choses extraordinaires avec des moyens ordinaires. Et c'est en ça que nous avons un pouvoir d'agir et que nous devons nous entraîner
personnellement et collectivement avec des personnes avec qui on se sent bien, avec qui nous sommes en affinité de cœur et de pensée. Et vous l'avez dit tout à l'heure, je pense qu'une des grandes dérives des systèmes scolaires et institutionnels actuels, c'est le fait de calquer l'entreprise dans cette recherche, comme vous l'avez très justement dit, de la performance et du profit, alors que nous sommes là pour grandir en humanité, comme disait Erasme, on ne naît pas humain, on le devient, ou comme disait encore Edgar Morin, nous sommes des grands singes en costume. Le chaînon manquant dans le développement de l'être humain, on l'a trouvé, et ce chaînon manquant, c'est nous-mêmes. Nous ne sommes pas encore pleinement humains, mais nous ne désespérons pas d'y arriver par l'éducation et par la culture. Et c'est pour ça que tout ce que vous faites pour la culture dans le cadre éducatif est aussi important. Et ce pouvoir que nous avons, vous avez parlé de l'improvisation, mais bien sûr, Pestalozzi, déjà en 1789, fait citoyen d'honneur par les révolutionnaires français, il était suisse, parle comment on utilise la pédagogie, l'intuition en pédagogie. Parce que l'intuition, c'est ce qui nous permet d'être vivants, en lien avec le présent, et non pas à réciter des leçons toutes faites, écrites par d'autres, qui vont nous éloigner le plus de ce que nous sommes. Et ça m'amène vers quelque chose qui m'a l'air très important et que vous mobilisez aussi dans votre pratique, en tant qu'enseignant, c'est la réflexion et la méta-réflexion. Parce que c'est comme ça que la conscience se développe. C'est en nous regardant agir, en réfléchissant sur les motivations qui nous ont fait agir et ce qu'elles nous ont fait et pourquoi elles nous ont fait ça. Et là, on se connaît toujours plus, comme le disaient les sages sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Connaissons-nous nous-mêmes, voyons où sont nos propres freins, nos propres limites, nos propres capacités à les transcender, à les accompagner, à les transformer et non pas à rester coachés, conditionnés en opposition avec elles. Formatés même. Et à l'arrivée, complètement formatés. Et donc, comment passer peut-être des éducations alternatives, parce que nous pourrions paraître pour des extraterrestres avec ce que nous disons par rapport au système institutionnel qui formate nos collègues et futurs collègues. Comment passer des éducations alternatives aux alternatives à l'éducation? Sortir du cercle de la classe, du cercle de la salle de cours, nous ouvrir à l'autre, rechercher la beauté. La beauté sauvera le monde, disait un des personnages de Dostoïevski. Et oui, bien sûr, pas d'éducation sans beauté. Et pour tout ça, en fait, nous avons une légitimité extraordinaire qui nous est offerte sur un plateau d'argent par les institutions elles-mêmes. Ce sont la liberté pédagogique et les libertés académiques. Or, ces libertés ne s'usent que si on ne s'en sert pas, comme dit la réclame. Donc, servons-nous de ces libertés qui sont les nôtres, qui nous sont autorisées par les institutions, pour nous permettre d'exprimer le meilleur de nous-mêmes dans une relation éducative humaine et grandir ensemble, grandir en humanité ensemble. C'est à la fois pour moi l'objectif, le projet et le moyen. Et merci pour ce résumé, professeur Florent Pasquier. Et ça nous ramène, pour boucler la boucle, pour moi, le but de l'éducation, c'est d'aller à la découverte de soi-même. Se découvrir. Et avec cette découverte, quel est mon rapport à la matière en question? Alors, comment aider l'élève, l'étudiant à réaliser son potentiel, à s'épanouir? Et encore, je reviens au train de banlieue qui m'a emmené ici, le RER-B, ici à Paris, et je voyais ces jeunes femmes, toutes les deux avaient 3 enfants, et je regardais les enfants et j'ai dit, il n'y a que du potentiel là. Je voyais les grands yeux, je voyais qu'ils étaient dans l'imaginaire, qu'ils étaient, et tout en faisant le trajet. En revanche, j'ai vu les visages des 2 jeunes mères, une maghrébienne et l'autre africaine, et je me suis posé la question, quels étaient leurs rêves?
quand elles étaient toutes petites? Est-ce qu'elles ont pu réaliser leurs rêves? Pour moi, l'éducation, c'est de découvrir nos rêves et de faire tout pour que l'élève ou l'étudiant pour réaliser ses rêves. J'aimerais qu'on reste, même quand on est jeune parent, ou pas jeune comme moi, qu'on ait ce sentiment, quand j'étais petit, j'avais des rêves et j'ai pu réaliser ces rêves. Dans quelle mesure est-ce que l'école, dans quelle mesure est-ce que l'université nous aide à faire la découverte de soi-même et trouver les moyens? Parce que vous savez, le plus grand défi éducatif, c'est d'abord que l'élève puisse trouver sa voie, V-O-I-E, et trouver sa voie, V-O-I-X. Au fond, l'éducation, pour moi, c'est la pensée créative et c'est l'expression créative. Alors, faisons tout pour cultiver, développer, nourrir, inciter à la pensée créative, à l'expression créative. Et là, on est aux antipodes du wokisme. Pour cela, ça prend, comme vous dit professeur Florent Pasquier, une liberté. Une liberté sûre et certaine, une liberté telle qu'on a confiance en soi-même. Alors, on remercie Jean-Marc Drolet qui est à la régie de Radio Infocité. On vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter et on vous dit en direct de Paris, au revoir. Merci énormément. Au revoir à tous.